Bonjour, bonjour France. Bonjour. Quand le passé ne passe pas, c'est sous ce titre que nous plaçons l'émission Studio Lacan de ce soir. L'expression est reprise à Henri Laurence, historien, professeur au Collège de France, que nous accueillerons pour tenter d'en éclaircir la portée avec lui dans notre divan dans le monde. L'histoire en tant que telle, si l'on peut s'exprimer ainsi, sous la forme de ce qui est passé, mais aussi le travail de l'historien, de la recherche historique, qui répond, ou du moins qui répondait à des principes peut-être discutés mais établis, les deux se trouvent traversés de tensions inédites, de remises en cause, d'usages nouveaux, autant que de réactions parfois violentes qui interrogent le concept même d'histoire. François Hartog place même notre époque sous l'égide du présentisme, par l'obsession qui la traverserait de ce qu'il nomme l'incrustation du passé dans le présent. Alors toutes ces questions ne sont pas sans trouver des résonances propres en psychanalyse, sous la forme de ce qui fait retour et comment, ainsi que du rapport qu'on y entretient. Lilia Majoup sera notre invitée pour l'actualité de la psychanalyse. Elle nous entretiendra justement du rapport entre l'inconscient et l'histoire. Oui, mais que Lacan finira par écrire avec un Y en place du premier I. Michèle Elbaz, elle, nous entretiendra des topos d'Echnos pour notre écho de la culture, peut-être pas sans rapport avec nos questions d'aujourd'hui. Allons-y. Henri Laurence, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation de Studio Lacan. Alors, comme Yves vient de le rappeler, vous occupez depuis 2003 la chaire d'histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France. Avant ça, vous avez enseigné à la Sorbonne, mais aussi au Caire, à Beyrouth. Et vos publications sont nombreuses, on ne va pas en faire la liste ici, mais elles sont consacrées notamment à la Palestine. Vous avez publié une somme en 5 tomes chez Fayard, votre éditeur, entre 1999 et 2005, qui s'intitule La question de Palestine. Ces dernières années, vous avez publié toujours chez Fayard 2 tomes consacrés aux crises d'Orient, mais aujourd'hui, nous vous accueillons pour ce livre-ci, qui est paru au printemps dernier, donc toujours chez votre éditeur Fayard, et qui s'intitule Le passé imposé. Alors, je pensais qu'on allait démarrer peut-être de manière un peu simple, en prenant les choses chronologiquement, en tout cas d'une manière dont vous les posez dans votre livre, puisque vous débutez votre ouvrage par une partie entière que vous intitulez Prolégomène. Et donc, une fois n'est pas coutume, vous nous faites entrer dans les coulisses du travail de l'historien. Donc, je pense que ça a une importance pour vous, sinon vous n'auriez pas débuté votre livre ainsi. Et je me demandais si vous pouviez, en 2 mots, nous dire ce qui, selon vous, fait le sel du travail de l'historien. Bon, on dit souvent qu'il y a une espèce d'opposition entre l'histoire et les sciences sociales, en même temps qu'il existe une complémentarité. Je crois que l'opposition, elle est fondée sur le fait que les historiens se pensent toujours en train de fabriquer des récits. Donc un roman, un texte, et qui a plus ou moins une vocation littéraire au travail de l'historien, ce qui fait que le plus souvent l'historien dissimule les jeux de problématiques, de théories qui sont inclus dans sa démonstration, alors que nos collègues des sciences humaines et sociales, au contraire,
se gargarisent de théorie pendant des pages et des pages. À la rigueur, à la fin, dans la conclusion, on dit voilà ce qui pourrait être sur le plan théorique. Mais en fait, à chaque moment, nous utilisons toute une gamme de concepts, d'idées, de méthodes, mais nous ne le montrons pas tel quel au public. C'est ça, il y a toute une réflexion sur la temporalité et le croisement très fin de temporalité, justement, dans le travail de l'historien. Il y a une phrase qui m'a frappée dans votre ouvrage, qui revient plusieurs fois, à propos de l'histoire contemporaine, puisque vous-même, vous êtes enseignant, enfin, vous êtes professeur d'histoire contemporaine. Toute histoire est histoire contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Pendant longtemps, les historiens se sont pensés comme un peu, parlant de Sirius, utilisant donc le passé simple et créant en quelque sorte une vérité inébranlable. Et puis, maintenant, ça fait un siècle que la formule a été inventée par Croce. Nous sommes maintenant attachés à démontrer que notre savoir est extrêmement précaire parce qu'il est un jeu d'interprétation et de questionnement qui sont faits dans un temps sur un autre temps. Et donc, le mécanisme même du temps fait que ces interprétations ne disparaissent pas, mais de nouvelles interprétations vont surgir nécessairement des questionnements des générations à venir. Et en même temps, l'interprétation, vous disiez, repose sur des faits. Ah oui, l'histoire est d'abord une immensité de données factuelles qui ont été vérifiées. C'est pour ça que Paul Ricoeur disait que l'histoire est un roman vrai. Parce qu'il y a un immense jeu de formules de vérification qu'on appelait jadis les sciences auxiliaires de l'histoire, qui sont devenues des sciences en telles quelles, l'archéologie, la numismatique, les cérémonies. Enfin, vous en avez, ça va aujourd'hui jusqu'au carbone 14 et autres, ou les analyses ADN. Je veux dire, il y a tout ce jeu de vérification. Oui. Des données, et vous en sentez immédiatement l'importance, puisque toutes les questions de négationnisme sont rejetées grâce aux procédures de vérification des faits. C'est ça. Et alors, en quoi consiste, là aussi, selon vous, la position de l'historien, à la fois par rapport à ces faits et par rapport à la dimension interprétative qu'il lui donne ? C'est un jeu permanent parce que l'interprétation ne doit nier aucun fait, sinon elle devient malhonnête. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de partialité ou d'impartialité, il y a honnêteté ou malhonnêteté. Oui, vous consacrez toute une page là-dessus sur la distinction entre impartial et honnête, en effet. Et l'historien se doit d'être honnête. Et d'autre part, l'interprétation fait apparaître de nouvelles informations, fait apparaître de nouvelles sources. Donc, il y a un jeu permanent et aussi tout simplement l'évolution des techniques. Pensez par exemple à la photo aérienne, qui en quelques décennies a modifié totalement l'idée qu'on pouvait avoir des espaces de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puisque, par exemple, la dernière sécheresse de cet été nous a fait permettre de voir des choses qu'on ne voyait pas habituellement. Donc ce sont de nouvelles données. C'est ça. Qui arrivent aux historiens. Donc ça implique ensuite de nouvelles interprétations qui vont peut-être conduire à faire surgir aussi de nouvelles données, encore une fois. Donc en même temps, l'historien est pour une part interprète de l'histoire, mais vous insistez beaucoup aussi que dans la position classique de l'historien se doit de garder une certaine distance par rapport à son objet d'étude, disons. Il y a deux choses, si vous voulez, si vous travaillez sur une période dite ancienne, l'historien doit faire un énorme travail de se mettre à la place les acteurs de la période ancienne. Si je veux travailler sur Louis XIV et son siècle, il faut que je relise les auteurs du siècle, il faut que je me reconstitue mentalement les valeurs morales, les attitudes, les comportements des gens de ce siècle, et en même temps, j'introduis dans l'analyse du XVIIe siècle des données que les gens du XVIIe siècle ne connaissaient pas. Nous avons reconstitué la courbe des prix, les données climatiques. Bon, vous savez qu'il faisait froid, mais nous savons qu'il y avait un petit âge glaciaire. Nous avons des théories démographiques
que, évidemment, les gens de l'époque ne connaissaient pas, et ainsi de suite. Donc l'historien jongle à la fois entre les données du temps qu'il étudie et les projections de savoir d'aujourd'hui. C'est ça, c'est en ça que l'histoire est toujours histoire contemporaine. C'est toujours depuis le présent qu'on va interroger le passé. Et par ailleurs, les interprétations ne s'annulent pas, elles s'additionnent. L'exemple le plus simple a été montré par Antoine Pro. C'était sur la Première Guerre mondiale. La première génération des historiens de la Première Guerre mondiale s'occupait des batailles et des questions diplomatiques, comme Pierre Renouvin, par exemple. La seconde génération, qui n'avait pas connu la guerre, mais qui était à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et au-delà de l'économie planifiée, s'est intéressée sur la façon dont les sociétés de la Première Guerre mondiale ont créé une économie de guerre, structuré les mouvements sociaux, etc. La troisième génération, qui est en train de se terminer, s'est occupée de la question des victimes. Voilà. Vous parlez beaucoup, on va y venir. De la guerre. Et puis, prochainement, il y aura une nouvelle génération qui posera de nouvelles questions, je ne sais pas encore. Mais non, vous insistez beaucoup qu'il faut faire cette étude du contexte de l'époque, parce que ce contexte est en même temps différent du contexte de l'époque actuelle. Et qu'il faut donc remettre la chose en perspective. C'est en ça que l'histoire est amusante. Et c'est comme Umberto Eco le disait pour la littérature. L'historien, il vit une multiplicité de vies parce qu'il voit des gens dans différentes époques, dans différents costumes, dans différentes postures, et ainsi de suite. Un historien a des vies multiples, comme le romancier aussi, enfin comme l'auteur, l'amateur de littérature, a des vies multiples. Mais ça implique déjà... Alors, inversement, quand vous travaillez sur l'immédiat contemporain, c'est la question inverse. C'est la question de, justement, contemporain et immédiat. Je voulais vous entendre là-dessus. C'est l'inverse, c'est-à-dire que vous voyez, vous faites un effort sur vous-même pour avoir à l'esprit tous les conditionnements intellectuels que vous avez maintenant. C'est ça. Sur le monde d'aujourd'hui. Donc, comme on l'a déjà dit, par exemple, la question de la victime est une question centrale aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas nier l'existence des victimes, mais je dis qu'il faut que l'historien soit conscient que c'est une dimension de notre temps. C'est ça. Oui, nous aurons l'occasion d'y revenir sûrement dans la seconde partie de l'émission. Je voulais juste encore vous poser une question. Vous, en tant qu'historien, vous jugez nécessaire dans votre livre de rappeler une citation visiblement célèbre de Paul Valéry qui date déjà de 1931, que je ne vais pas reprendre mais qui est page dans son long. 74 pour ceux qui ont le livre. Voilà. Excellente citation. Voilà, où il dit en quelque sorte que l'histoire est, là je le cite, le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Et il parle donc en 1931 de l'état actuel du monde en disant que le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Et donc je voulais vous poser la question, pourquoi vous avez jugé utile de rappeler cette mise en garde contre une dimension de l'histoire de laquelle il faudrait Contre laquelle il faudrait se prémunir, oui. Certains de mes collègues avaient créé un comité, je crois, d'études de vigilance sur les utilisations de l'histoire, en particulier par les politiques. Et donc c'est un peu à ça que Valéry fait allusion. D'une part, vous avez des récits nationalistes ou romans nationaux, etc., qui fait que, par exemple, on va postuler que votre voisin est un ennemi héréditaire. Et puis, d'autre part, vous allez articuler des droits historiques, enfin des droits s'appuyant sur l'histoire pour des objectifs politiques. C'est exactement ce que nous voyons avec une extrême violence aujourd'hui en Ukraine. Les Ukrainiens disent qu'ils n'ont jamais été Russes et qu'ils ont été opprimés par les Russes, tandis que les Russes disent que les Ukrainiens n'ont jamais existé, ce sont des Russes qui s'ignorent. Mais c'est exactement le poison dénoncé par Valéry. D'accord, écoutez, c'est le moment peut-être de faire une petite pause. Et on va reprendre sur ces dangers de l'utilisation politique par les politiciens de l'histoire. Et donc accueillir notre collègue pour son écho dans la culture, Michel Elbaz, qui va nous parler de Jean Echenoz et des caprices de la reine.
Bonjour Michel Elbaz, vous êtes psychanalyste à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne. Et pour cet écho de la culture d'aujourd'hui, vous voulez nous parler de Jean Echenoz, écrivain ayant entre autres reçu en 1983 le prix Médicis et le Goncourt en 1999. Mais vous voulez nous parler plus particulièrement d'un ouvrage qui a suscité votre enthousiasme. Alors pourquoi ? Oui, il s'agit d'un recueil paru en 2014 intitulé « Caprice de la reine », que j'ai lu au détour de l'été et qui m'est apparu comme une perle. 7 courts récits qui condensent toute la finesse singulière et inventive de l'auteur. Alors son effet est jubilatoire et son écriture, je dois dire, unique. J'ajoute qu'il y a une actualité inattendue puisque les Cahiers de Lerne sortent ces jours-ci un numéro consacré à Echenoz. Alors, présentons-le avec ces mots à lui. Dans un court texte qui a pour titre « Pourquoi j'ai pas fait poète ?», il donne ses coordonnées. Valise trop lourde. Déjà que le roman pèse, alors imaginez la poésie. Composez quand même avec elle, l'air de rien. Tâchez de suivre le tranchant de ce rasoir et que ça coupe et que ça saute, 6 sauteuses sur la ligne blanche. Alors, quelle lecture faites-vous de cette savoureuse citation ? Oui, avec Echenoz, il n'y a pas de grande cause, pas de pourquoi. Juste un axe, un projet ténu, disons. Et disons, un désir d'écriture sans au-delà, au sens où Lacan parle du désir d'une parole sans au-delà dans l'étourdi. Ce qui prive bien sûr salutairement le lecteur d'aller chercher une thèse, une morale, voire un horizon. Pas de lourde signification. On y trouve un léger fumet d'ironie, de non-sens, de ratage et bifurcation, qui soulage et qui délivre une tournure narrative inattendue. Il s'empare de topos, comme par exemple un nom, un lieu, une biographie, une architecture, disons des figures communes, pour presque les vider de leur représentation sédimentée, y mettre sa marge de fiction et de jeu, mais y mettre aussi sa marque d'écriture que j'appellerais meubienne. Si je devais apparenter cet auteur, je dirais qu'à l'instar des formidables vies imaginaires de Marcel Schwob, il fait œuvre insolite. Alors vous dites une marque d'écriture que vous appelleriez meubienne. Meubienne, comment vous voyez ça ? Eh bien, ce qui m'a saisi, c'est qu'il y imprime une déambulation topologique à lui. Par une torsion, 2 objets se trouvent en continuité. L'historiole, d'une part, et le fait d'écriture lui-même. La bande de la machine à écrire avance. Le mouvement est en marche, par glissement sémantique, mais pas sans signaler ce qu'il laisse d'écriture possible, d'alternative qu'il soumet au lecteur, entre déchets et choix. On pourrait placer d'ailleurs cette bande meubienne sous l'anagramme écrit-récit. Alors, un exemple ? Oui. Au début d'un des récits, justement, qui donne son titre au recueil, voilà, il dit « À droite de la main qui écrit ceci, s'étend d'abord une terrasse. » Je vous laisse découvrir le reste. Sa combinatoire narrative nous soumet ce qui aurait pu s'écrire d'autre. La perte nécessaire. Voilà par exemple ce stylo récalcitrant qui, dans la contingence, l'a privé des notes qu'il aurait pu inscrire. L'extrême précision du dessin dans les 2 orthographes de sa plume laisse cependant flotter un flou, celui du non-savoir, où elle va s'enraciner, cette plume. Il écrit « Comment ordonner l'écrit ? Nous ne le savons pas. » Écrire ne relève pas d'un savoir, mais du trou qui y préside et qui trouve lieu dans sa phrase, où les temps et les corps s'entrechoquent. Bien, alors, puisque vous conclueriez pour que l'on s'y précipite aussi ? Eh bien, d'abord, que chaque récit est un acte frappé de contingence et ciselé. Que la référence, c'est-à-dire le motif d'où il part, est ici prétexte
occasion jouissive. Et aussi, là, la reine écriture, avec une majuscule, n'est qu'une petite fourmi qui avance sur la bande. Alors Echnoz, je dirais pour conclure, est un créateur d'écriture. Et avec ses infimes odyssées, le sourire est au rendez-vous. Merci beaucoup Michel pour cet écho de la culture et qui nous donne des raisons de nous plonger dans votre lecture de l'été. Alors, donc, on reprend notre discussion avec professeur Henri Laurence. On s'était quitté finalement sur la question des dangers, via Valérie, des dangers de l'histoire. Et du coup, ça nous mène petit à petit à notre sujet, au sujet de votre livre, Le passé imposé. J'étais en train de me dire, en fait, en lisant votre livre, que tout se passait, parce que vous allez parler de présentisme, que finalement tout se passe comme si nous étions aujourd'hui, à l'époque contemporaine, coincés entre un avenir qui fait peur et un passé qui ne passe pas, un passé fait de honte, en fait, et de culpabilité, qu'on est coincé un peu dans un temps immobile. Oh, peut-être pas immobile. Les sociétés anciennes étaient des sociétés dites immobiles selon le roi Ladurie, mais les nôtres, elles sont constamment en mouvement. Non, je reprends la formule de Marc Bloch. Nous sommes les fils de notre temps, et non pas de nos pères. C'est-à-dire que c'est nous qui fabriquons notre temps, c'est nous qui fabriquons éventuellement nos problèmes. Alors j'ai parlé des passés imposés parce qu'il est très large aujourd'hui, mais il faut rappeler que, bon, d'abord, il y a des passés qui ont été complètement, désarmés. Je veux dire, si je vous parle d'Athènes et Sparte, je ne pense pas que vous allez hurler si je considère que je suis plutôt pro-athénien que pro-spartiate. C'est quelque chose qui ne porte plus de l'affect très fort, sauf peut-être dans quelques milieux professionnels d'historiens. Vous avez des gestions du passé. La plus belle exemple de gestion du passé est ce qu'on appelait la réconciliation franco-allemande. Oui. Mes parents qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale et qui l'avaient vécu cruellement se sont efforcés, avec des tas d'autres, de millions de personnes, d'éviter qu'une nouvelle fois le conflit se produise. Donc nous sommes capables de gérer le passé pour éventuellement le désarmer. Et de toute façon, les passés qui ne passent pas, c'est des passés que nous choisissons de ne pas passer. C'est pas lui. Je veux dire, peut-être ce qui me différencierait d'une vision un peu psychanalytique, si je m'ose m'exprimer dans ce domaine, c'est que moi je considère que le passé, c'est un gigantesque recueil de textes, et le présent l'utilise en permanence, ces textes, en fonction de ses intérêts du maintenant. Autrement dit, on n'est pas prisonnier du passé, mais on utilise de façon permanente, en fonction d'intérêts, de perspectives, etc. C'est passé. Et là, évidemment, on entre dans la vaste question des constructions identitaires. Bien sûr, et des identity politics qu'on a vu aux États-Unis ces dernières années. Et tous les ravages que ça a pu faire, en effet, dans les départements, dans les universités, les études. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, hein, des genocide studies et des choses comme ça. Ça, je te dis, c'est très intéressant parce que d'un côté, au départ, c'était les études sur la Shoah. Et puis, on s'est aperçu qu'il fallait avoir une dimension plus comparative. Et d'autre part, élargir le champ, ça c'est toujours de la compétence professionnelle, les dernières chansons chant. Donc on a établi à partir de la Shoah des études des génocides en général. Et d'autre part, alors là, par rapport à la victime, aujourd'hui on a un nouveau glissement. Dans les Genocide Studies, c'est le bourreau. Ce qui était impensable à l'époque de Lanzmann l'est devenu aujourd'hui. Les historiens travaillent sur le bourreau, comment il a été constitué, quels étaient ses instruments de pensée, ses perspectives, etc. Il y a des travaux absolument remarquables
qui ont été sortis. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être un mot de ce moment de bascule, justement, où le passé cesse de passer? Enfin, vous posez un certain nombre de jalons dans votre livre. D'ailleurs, je fais juste vous avez fait un parallèle avec la psychanalyse. La psychanalyse, il me semble que l'itinéraire d'une psychanalyse, d'une analyse, c'est aussi savoir se séparer de son histoire. Et justement, que le passé, certes, il y a un moment, comme Yves le disait dans son introduction, de répétition et d'insistance du passé, mais on se sépare de ces histoires, il me semble. Donc, mais là, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose du moment, justement, ou comment vous avez identifié cette temporalité, ce changement de temporalité, ce passé imposé? Il y a des choses qui sont très différentes. Pour être extrêmement simplificateur, le 1er août 1914, le monde a basculé dans le culte du héros, de la violence, etc. Et donc, ce qui était mis au premier rang, ça a été le combattant. Le combattant. Et le combattant était toujours articulé vers le futur, parce qu'il luttait pour une cause et la faire réalisé. Comme le révolutionnaire. C'était le même. Les révolutionnaires ne sont qu'une déclinaison du combattant. Du coup, évidemment, on connaissait l'existence des victimes, mais elles étaient en second rang. C'est une des choses qui permet de comprendre comment, dans une certaine façon, on n'écoute pas en 1945 les gens qui sont sortis des camps d'extermination, parce qu'on a le combattant en première ligne. Et puis alors très progressivement, alors là il faudrait faire des analyses historiques plus fines qui prendraient du temps, mais disons entre 1975 et 1980, très brutalement, le monde bascule vers la victime. Et on le voit par exemple avec l'émergence des grandes organisations humanitaires qui sont centrés sur la victime, Human Rights Watch, Médecins sans frontières. Richard Hechtman, il date ça, il travaille il a un livre qu'il a consacré à la figure de la victime. Il dit qu'en fait, finalement, la bascule, pour lui, c'est le Vietnam. Oui, moi je l'ai tellement vu, puisque j'avais l'âge. En 75, on est encore dans la victoire de la guerre de libération. 3 ans après, on a les Boat People. Et ça fait... Et vous avez cette espèce de pèlerinage fin d'histoire qui est Sartre et Aron se rendant auprès de Valéry Giscard d'Estaing pour une intervention en faveur. C'est comme une histoire qui se boucle. À ce moment-là, des deux côtés d'ailleurs. Mais donc vous introduisez qu'il y a un moment de bascule entre... finalement la dimension héroïque dans l'histoire et l'émergence de la préoccupation de la souffrance comme étant mise plutôt à l'avant-plan. Et d'ailleurs, si je ne force pas votre opposition, il me semble que vous opposez l'écriture historique d'aujourd'hui comme étant beaucoup plus... D'abord, vous dites qu'elle est nourrie de sciences sociales, et qu'elle se rabat, je dirais, beaucoup plus sur un devoir de mémoire qui sert à satisfaire, sans jamais les assouvir, d'ailleurs vous dites, les demandes de ceux qui sont porteurs de souffrances, vécues ou transmises, et vous opposez ça au travail d'historien qui, lui, aurait un devoir de chercher l'explication de ce qui s'est passé, et pas de répondre... Pas faire mémoire d'eux, mais histoire d'eux. On le voyait déjà, si je reviens sur la Shoah, on le voyait déjà très bien à l'époque de Lanzmann. Lanzmann avait tendance à sacraliser l'événement, donc il n'acceptait pas les raisonnements dites sciences politiques qui essayaient de raisonner sur l'histoire de la Shoah. Alors aujourd'hui, il serait complètement scandalisé devant les travaux actuels sur la machine d'extermination nazie, sur l'outillage mental des nazis, etc., etc. Alors bon, là c'est un cas extrême, mais l'historien, quand il contextualise, si on prend le cas de la Seconde Guerre mondiale, une fois qu'on a mis le nez dans les archives, on comprend tout. J'avais travaillé jadis sur les archives coloniales britanniques à propos de la Palestine, et au lendemain de la conférence de Munich, donc à l'automne 1938, je tombe sur un
commentaire d'un haut responsable britannique qui dit, bon, maintenant, il n'y a plus qu'une seule chose, to win the war, remporter la guerre. Mais ça veut dire, win the war, ça veut dire être capable de faire toutes les saloperies nécessaires pour gagner la guerre. Et c'est nous qui oublions aujourd'hui que les acteurs de la Seconde Guerre mondiale étaient capables de procéder à des abominations parce que leur seule perspective, leur objectif, c'était de remporter la guerre. Oui, vous parlez des bombardements de Dresde, de choses... effectivement, on est passé... Des démocraties, je dis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore de ce que recouvre, ce qui fait le titre de votre livre, le passé imposé, qu'on peut comparer au présentisme aussi, où, au fond, vous dites qu'il y a quelque chose du passé qui peine à rester situé dans le passé, mais qui est vécu au présent. La question, c'est en fait la question du post-colonial qui est d'arrivée récent. Alors... D'abord, moi je suis spécialiste du monde arabe, mais en monde arabe, je suis jamais tombé sur un post-colonial. C'est ce que vous nous disiez, oui. Les gens avec qui je discute, ils parlent de l'indépendance, du tiers-monde, du nazirisme, de l'islamisme, etc. Et même le colonial, c'est déjà très lointain, d'autant plus qu'à part le Maghreb, le colonialisme a été assez marginal. Dans cette région du monde, il y a des pays entiers du monde arabe qui n'ont pas connu de colonialisme, l'Arabie Saoudite par exemple. Donc ça, c'est déjà un point. Le point second, c'est que je crois que si on fait une perspective très large, j'ai une formule provocatrice que j'ai peut-être utilisée dans le livre parce que ma réflexion a continué depuis. Je pense que l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, c'est le carrefour des Orients. Ce carrefour des Orients, c'est le fait que, indépendamment de l'arrivée de toutes les cultures d'Orient à travers les siècles dans la société occidentale, c'est le fait que nous avons maintenant des diasporas venues de l'ensemble du monde à l'intérieur de la société occidentale, alors que le même phénomène ne se retrouve pas ailleurs. En Russie, vous n'avez pas de diaspora. Et de ce fait, le post-colonial, c'est un peu un mythe d'origine. Non pas des sociétés qui se situent après l'indépendance du phénomène colonial, mais des communautés, des sociétés, des sous-groupes qui se sont formés dans les sociétés occidentales. Donc ce que les sociologues appellent une subculture, c'est pas péjoratif, c'est, disons, une culture particulière à l'intérieur d'un ensemble plus grand. Et donc, dans une perspective victimaire, à ce moment-là, oui, on va dire le racisme auquel nous sommes opposés dans les cités, c'est la faute coloniale. C'est ça. Et, c'est ça qui passe pas. Voilà. Mais historiquement parlant, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que, par exemple, un des pays qui sont aujourd'hui les plus montés contre l'immigration, c'est la Scandinavie. Et à part le Danemark qui a eu quelques colonies dans son histoire, le reste de la Scandinavie n'en a pas. Et donc, le phénomène dépasse très largement la question coloniale. Justement, alors, parce que malheureusement, il va falloir qu'on se quitte, notre conversation touche à sa fin. Il y a une idée très forte dans votre livre, malheureusement, on n'a pas le temps de développer, mais peut-être 2 mots sur la question de l'imprescriptible. Justement, vous parlez maintenant, l'idée, c'est qu'il n'y a plus rien n'est prescrit. Hein, il y a l'idée de la prescription, cette notion qui est là depuis le droit romain. Si je ne m'abuse, en fait, finalement, le passé, il n'y a plus de passé qui passe, quoi. C'est pas qui passe, c'est la formule de mon collègue Rousseau. Moi, je dis que c'est le passé vécu au présent. Alors donc du coup, qu'est-ce que vous pensez de qu'est-ce que vous pouvez nous dire de est-ce qu'on a tout lieu d'être pessimiste, qu'est-ce que c'est que on le voit aussi bien par exemple dans les infractions financières où les parquets financiers jouent sur les finesses du droit pour en fait supprimer la prescription. On le voit dans la revendication des victimes féminines de MeToo par rapport à des actes qui sont prescrits, et on voit la justice faire des enquêtes soi-disant pour voir s'il n'y a pas eu répétition
je ne prends pas la défense des auteurs. Non, mais c'est ça, pour se débrouiller, pour que justement ça ne soit pas prescrit. Voilà, non, pas pour montrer que ça continue. Qu'il ne faut pas en parler. Qu'il faut en parler alors que ce sont des actes prescrits. C'est ça. Et de façon générale, on voit très très bien, par exemple, pour la justice, comment, à une époque plus ancienne, la justice essayait de combattre des torts commis à la société, et l'orientation, donc le vol, le meurtre, ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, la justice se préoccupe essentiellement de la victime. D'où le fait qu'on a l'exemple parfait quand il y a eu homicide de la part de quelqu'un qui n'était pas dans la disposition de ses moyens mentaux. Là. Et donc en justice, l'acte n'a pas existé. Mais vous avez une exigence de procès. C'est pour la partie civile, quoi. Oui. C'est ça. Bon, mais merci beaucoup Henri Laurence de nous avoir rejoints aujourd'hui et de nous avoir parlé de votre livre. Nous allons passer à la rubrique suivante, Yves. Oui, donc l'actualité de la psychanalyse. Lydia Majoup, bienvenue. Vous êtes psychanalyste à Paris et membre depuis sa fondation de l'école de la cause freudienne dont vous avez d'ailleurs été la présidente. Vous savez le plaisir que nous avons de vous recevoir ici pour notre actualité de la psychanalyse. Et je dirais que dans le fil du thème de l'émission, mais bien évidemment à sa façon, et au regard de ce qu'est faire l'expérience d'une psychanalyse, Jacques Lacan a pu dire, je le cite, « L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est, l'inconscient donc, le chapitre censuré. » Est-ce que vous pouvez nous éclairer ce propos ? Eh bien, il s'agit de l'un des aphorismes de Lacan qui concerne la conception de l'inconscient. Il y en a d'autres. Comme tout énoncé de cet ordre, il est à resituer dans le contexte de l'œuvre de Lacan, qui tout au long de celle-ci n'a jamais cessé d'interroger ce qu'est l'inconscient. Donc, fonction et champ de la parole et du langage, d'où est extraite cette phrase, fut écrit en 1953. Oui. Une date qui marqua l'histoire du mouvement de la psychanalyse. Le groupe psychanalytique auquel Jacques Lacan appartient alors connaît des dissentiments graves, c'est l'expression de Lacan, qui aboutiront à une sécession. C'est un discours, donc ce texte, un discours que Lacan adresse d'abord à ceux qui suivent son enseignement, mais aussi au-delà, à propos du problème de la formation de l'analyste qui s'apparente dans ce groupe à celle d'une auto-école. C'est l'expression même de Lacan. Il s'agit pour lui d'éclaircir autrement qu'à les ramener au langage courant les concepts théoriques que Freud a forgés dans le progrès de son expérience, mais aussi des notions qui s'amortissent dans un usage de routine, ainsi que des règles techniques qui se réduisent à des recettes. Alors, dites-nous un peu ce que propose Lacan. Que le lien entre l'expérience de la psychanalyse et son élaboration doivent être établis. C'est un moment fondateur, ici, qui se définit comme un retour à Freud dans cet enseignement de Jacques Lacan, lequel, retour à Freud, résonne dans cette phrase. Le rapport de la parole à la vérité y est convoqué, avec le mensonge et la censure, termes dont Freud usa, notamment concernant l'interprétation des rêves. Le récit du rêve, en effet, subit toutes sortes d'effets de la censure, tels que l'inhibition des mots, des affects, la déformation, et il y en a d'autres. S'il est la voie royale de l'inconscient, le raconter telle une histoire,
ne fait pas de lui l'inconscient. J'entends le rêve, n'est-ce pas ? Il en va de même de mon histoire, soit la relation de faits dont la véracité n'est pas vérifiable, car ceux-ci ont été interprétés par le travail de l'inconscient, à partir du langage. En ce sens, eh bien, il n'y a pas d'inconscient collectif. Ce n'est pas vérifiable, donc pas d'inconscient collectif. Alors ce fameux chapitre censuré de l'inconscient dont parle Jacques Lacan, on peut le retrouver ? Oui, et qu'il deviendrait tout entier lisible en complétant les blancs de l'histoire, en débusquant le mensonge pour établir la vérité. Chercher à toujours interpréter cette histoire, cette fiction que déroule l'analysant, vouloir toujours plus de précision jusqu'au tournage en rond, aboutirait à la perte de vue de l'inconscient, de son statut, de sa structure. Lacan vient ainsi à parler de fiction, plutôt que d'histoire. Car dans la fiction, la place de la vérité est préservée, au sens où elle n'est, selon la formulation de Lacan, que midite. Il n'est donc pas question de remplir les blancs, de rétablir une continuité de l'histoire, et enfin d'aboutir à toute la vérité, vu la structure de fiction dédiée de l'analysant. Cela ne veut pas dire que ne se produiront pas des surprises, celles de l'inconscient, des révélations aussi, des effets de vérité, c'est-à-dire de l'inédit, et non pas quelque chose qui serait déjà là, tapi dans l'obscurité de l'inconscient. Ces ruptures, ces trous, ces éclipses, ces ratures et ratés dans la chaîne signifiante sont ce qui révèle la position du sujet de l'inconscient. Ce dernier ne saurait ainsi équivaloir à ce qui se dit. Alors que devient la vérité si elle est si difficile à attraper, si peu saisissable ? Lacan poussera les choses encore plus loin. En 1976, en énonçant qu'il n'y a pas de vérité qui ne mente. Ce qui n'empêche pas qu'on court après. Ainsi, dans tout discours, et Lacan en a formalisé 4, celui de l'hystérie, celui du maître, celui de l'université et celui de l'analyste, eh bien dans chacun de ces discours, une place est réservée à la vérité. Et selon les discours, ce qui occupera cette place aura un statut différent. Ainsi peut-on mettre la vérité au pluriel. Et Lacan la fera équivoquer avec la varité, en tant qu'elle varie. Il invente ainsi dans son élaboration ce type de néologisme, ainsi que des équivoques, pour ceux qui lisent Lacan, des formules logiques, on les rencontre souvent, pour réduire le sens que véhiculent ces énoncés, comme ces aphorismes, et être ainsi au plus près du réel, qui n'est pas à confondre justement avec la vérité. Alors est-ce qu'on peut dire que Lacan, au fil du temps, laisse donc tomber l'histoire ? Alors, l'historisation actuelle, c'est sa formulation en 1953, l'historisation actuelle des faits qui ont déterminé déjà dans l'existence d'un sujet un certain nombre de tournants historiques, devient en 1976 l'histoire avec un Y. Le Y, là, oui. Oui, le fameux Y. En 1977, en effet, Lacan revient sur l'hystérie. En s'interrogeant sur ce que sont devenues les hystériques, alors que ce sont celles-ci qui ont permis à Freud de découvrir la psychanalyse. Que sont-elles devenues ? L'hystérique devient ainsi, dans son séminaire, l'historique. Vous voyez que ça résonne avec l'histoire, en référence en effet à l'histoire de la psychanalyse, et aussi à la topologie du tort dont il se sert à ce moment-là dans son séminaire, et qu'il apparente en effet au corps de l'hystérique, ce tort. Lacan avance que l'historique, qui a été renommé comme tel, n'a pour la faire consister qu'un inconscient. Pour la faire consister.
Elle est ainsi radicalement autre avec un grand A. Il ajoute que c'est aussi son cas à lui, qu'il n'a qu'un inconscient, et que c'est pour ça qu'il y pense tout le temps. Et que son inconscient et son conscient sont en continuité. Si l'inconscient, dans l'histoire, s'origine de ce que l'hystérique parle, mais parle sans savoir ce qu'elle dit, eh bien, il devrait en aller autrement pour l'analyste quant à ce savoir. Oui. Reprenant un autre de ses aphorismes, l'analyste s'autorise de lui-même. Lacan remplace le s'autoriser par historiser, vous voyez, qui se sert là de l'histoire, hein, avec un Y toujours, et toujours dans la veine de l'hystérie. Il propose que l'analyste interroge à partir de l'historique, et après une analyse, ce qu'il en est de ce moment où il s'historise lui-même. C'est-à-dire sans l'aide de son analyse qu'il a eue jusque-là. Vous voyez qu'il raboute en quelque sorte le moment historique de la psychanalyse avec ce que le psychanalyste doit à nouveau réinventer à partir de ce qu'il a historisé de son analyse. Dès lors, à travers une procédure ad hoc, il pourra faire l'épreuve de dire ce qu'il sait de son historisation. Oui, alors c'est ce que dans l'école de Lacan, on appelle la passe. En effet, mais qu'est-ce qui est devenu l'hystérique, du coup? Vu ce qui est arrivé à l'histoire, alors l'hystérique. Absolument. C'était la question de Lacan, hein, que sont devenus les hystériques. Eh bien, il se demandait aussi si l'hystérie ne s'était pas déplacée dans le champ social. Car cela n'a jamais été aussi patent, vous serez d'accord avec moi, qu'aujourd'hui, où la parole occupe la scène publique, n'est-ce pas ? Pour dire les souffrances, n'est-ce pas, et les faits qui les ont causés. Hein. Ce sont d'ailleurs les femmes qui, une fois de plus, ont initié ce tournant. Tout ce qui est dit, révélé, voire écrit, est aussitôt enquêté, complété, commenté à l'envi. Chaque nouvelle voix qui s'élève relance la curiosité, l'engouement. Son écho se propage dans tous les réseaux, les médias. On veut tout savoir, pour ensuite tout reléguer aux oubliettes. Si cette parole qui est légitime, libératrice, salutaire, dirais-je encore, en appelle à la vérité en levant le voile sur des faits, elle ne dit rien pour autant dans cette collectivation des dits de ce qu'il en est de l'inconscient. Bon. Merci beaucoup Lilia Majoub pour ce moment précieux qui vient parfaitement capitonner l'ensemble de cette émission avec le professeur Henri Laurence et qui nous apprend justement comment la psychanalyse s'intéresse à l'histoire et comment Lacan a pris les choses. Alors malheureusement cette émission est terminée, il me reste à vous dire au revoir, saluer nos spectateurs et vous donner rendez-vous pour un nouveau Studio Lacan la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye.